Bonjour à tous, je suis Didier Manson. Bienvenue sur ma chaîne dédiée aux voitures, aux conseils auto et aux histoires du monde automobile. Merci de me rejoindre, c'est parti. Aujourd'hui, je vous emmène dans un sujet que beaucoup de conducteurs découvrent malheureusement après un frottement contre un trottoir, un nid de poule pris trop vite ou un choc qu'on pensait sans gravité, la réparation de jantes de voiture. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réfléchis avant d'intervenir, comment je distingue une simple rayure esthétique d'un vrai problème de sécurité, quelles étapes permettent de redonner une belle apparence à une jante et surtout à quel moment il faut arrêter de vouloir sauver une pièce et choisir le remplacement. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous expliquer l'erreur que je vois le plus souvent chez les automobilistes. Ils repeignent, ils poncent, ils cachent la marque, mais ils ne vérifient jamais si la jante tourne encore rond. Et c'est précisément là qu'un détail invisible peut transformer une voiture agréable en voiture qui vibre, qui use ses pneus trop vite ou qui devient dangereuse à haute vitesse. Quand je parle de réparation de jante, je ne parle pas seulement de rendre le métal brillant ou de masquer une griffe. Une jante, ce n'est pas un simple accessoire décoratif. C'est une pièce qui supporte le pneu, qui reçoit les contraintes de la route, qui encaisse les freinages, les accélérations, les appuis en virage, les changements de température, les lavages agressifs, le sel en hiver et parfois les mauvais traitements du quotidien. Quand je regarde une voiture, une jante abîmée me raconte souvent une histoire. Une trace blanche sur le bord me parle d'un trottoir touché en stationnement. Une marque profonde sur la lèvre peut venir d'un choc avec un trou dans la chaussée. Une vibration dans le volant à partir de 80 ou 100 km/h peut indiquer une déformation. Une perte de pression lente peut venir d'une portée de pneus abîmée ou d'une micro-fissure. Donc avant de prendre du papier abrasif, de la peinture ou un kit de réparation, je commence toujours par me poser une question simple. Est-ce que je suis face à un problème esthétique, un problème de géométrie ou un problème structurel? La première étape pour moi, c'est l'inspection. Je nettoie la jante correctement parce qu'on ne diagnostique pas une surface recouverte de poussière de frein. La poussière de frein peut cacher des fissures, la graisse peut masquer des impacts et une vieille couche de vernis terni peut donner l'impression que tout est abîmé alors qu'il n'y a parfois qu'une oxydation superficielle. Je lave donc la roue avec un produit adapté, pas trop agressif, je rince, je sèche et je regarde la jante sous plusieurs angles. Je vérifie la face extérieure, la lèvre, les bâtons, le centre autour des trous de fixation, la zone où la valve est installée et quand c'est possible, je regarde aussi l'intérieur. C'est souvent à l'intérieur que les chocs les plus importants se cachent parce que le conducteur ne voit que la partie visible de la roue. Un nid de poule peut plier le bord intérieur sans laisser de traces spectaculaires à l'extérieur et pourtant cette déformation suffit à créer une vibration ou une fuite d'air. Je passe aussi la main doucement sur le bord de la jante sans me couper si le métal est tranchant pour sentir les creux, les bosses, les arêtes et les irrégularités. L'œil voit beaucoup, mais le toucher confirme souvent ce que la lumière ne montre pas. Ensuite, je cherche les signes qui m'obligent à être prudent. Une rayure superficielle sur une jante aluminium, c'est généralement réparable sur le plan esthétique. Une petite éraflure de vernis, un frottement de trottoir, une peinture qui s'écaille, une oxydation légère, tout cela peut être repris avec de la préparation, du ponçage, un après, une peinture et un vernis. Mais une fissure, une jante fortement voilée, une cassure près d'un bâton, une déformation importante au niveau de la portée du pneu ou une réparation ancienne mal réalisée, ce n'est pas le même sujet. Là, je ne joue pas au magicien. Je peux expliquer, je peux montrer, je peux mesurer, mais je ne recommande jamais de bricoler une jante qui présente un doute structurel sérieux. Une jante qui casse ou qui perd l'air brutalement, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de sécurité. Et je préfère toujours paraître trop prudent que de faire gagner quelques euros à quelqu'un au prix d'un risque sur la route. Quand je vois une jante rayée sur le bord, le cas le plus fréquent, je commence par protéger le pneu si je travaille sans le démonter. Idéalement, pour une réparation propre, on démonte le pneu de la jante parce que cela permet de travailler sur toute la lèvre, de préparer correctement les bords, de peindre sans masquer approximativement et d'éviter que le vernis colle sur le caoutchouc. Mais je sais aussi que beaucoup de passionnés travaillent à la maison, avec la roue déposée mais le pneu encore monté. Dans ce cas, je dégonfle légèrement si nécessaire, je protège le flanc avec un ruban de masquage de bonne qualité et je glisse parfois des cartes souples entre la jante et le pneu pour créer une barrière nette.
Je protège aussi la valve, les plombs d'équilibrage si je ne les retire pas, et tout ce qui ne doit pas recevoir de poussière ou de peinture. La préparation, c'est la moitié du résultat. Une peinture peut être excellente, mais si le support est gras, mal poncé ou poussiéreux, elle ne tiendra pas. Le ponçage demande de la patience. Je ne cherche pas à creuser la jante pour effacer une rayure en une seule passe, je travaille progressivement. Si la marque est légère, je commence avec un abrasif assez doux. Si la rayure est plus profonde, je peux commencer avec un grain plus fort, mais je reviens toujours vers des grains plus fins pour lisser la surface. Le but n'est pas de créer une vague sur le bord de la jante, ni de changer sa forme, mais d'adoucir les arêtes et de rendre la zone régulière. Quand il manque un peu de matière, surtout sur une jante aluminium frottée contre un trottoir, je peux utiliser un mastic adapté à l'aluminium ou une résine de réparation spécifique, mais je reste raisonnable. Le mastic sert à rattraper un défaut esthétique, pas à reconstruire une partie qui supporte un effort majeur. Je l'applique en fine quantité, je laisse durcir selon les conditions de température, puis je ponce à nouveau jusqu'à obtenir une continuité avec le reste de la jante. Je passe souvent plus de temps à vérifier la transition qu'à appliquer le produit, parce que c'est cette transition qui fera la différence une fois la peinture et le vernis posés. Après le ponçage, je nettoie encore. C'est une étape que beaucoup veulent accélérer, mais elle est essentielle. La poussière abrasive se loge partout, dans les angles, autour des bâtons, sur la lèvre, près de la valve. Si elle reste, elle se mélange à l'après ou à la peinture et donne un aspect granuleux. J'utilise un chiffon propre, je dégraisse avec un produit compatible et je ne touche plus la zone avec les doigts. La peau laisse du gras, même quand on pense avoir les mains propres. Ensuite, je regarde la couleur d'origine. C'est là qu'on comprend pourquoi certaines réparations maison se voient immédiatement. Le gris d'une jante n'est jamais juste gris. Il peut être argent clair, hyper silver, anthracite, noir satiné, noir brillant, diamanté, poli, vernis teinté ou avec un effet métallisé très précis. Si je veux un résultat discret, je dois choisir une peinture proche, faire un test et accepter parfois que la réparation locale reste légèrement visible selon la lumière. Pour un résultat parfait, il faut souvent repeindre toute la jante, pas seulement la zone abîmée. L'après sert à créer une base d'accroche et à uniformiser la surface. Je l'applique en couche fine, jamais en surcharge. Une couche trop épaisse coule, sèche mal et demande ensuite beaucoup de ponçage. Je préfère plusieurs voiles légers avec le temps de séchage nécessaire entre les passes. Une fois l'après sec, je le ponce très légèrement si besoin, juste pour lisser, puis je dépoussière encore. La peinture vient ensuite. Là aussi, je travaille en finesse. Je garde une distance régulière, je bouge avant d'appuyer et je relâche après le passage pour éviter les marques au début et à la fin. Je ne cherche pas à couvrir complètement en une seule couche. Je construis la teinte progressivement. Quand la couleur est homogène, je laisse tirer, puis je passe au vernis. Le vernis est important parce qu'il protège la peinture contre la poussière de frein, les lavages, les projections, les UV et les petits frottements. Un vernis trop léger donnera une surface fragile. Un vernis trop chargé risque de couler. C'est une question d'équilibre, et c'est pour cela que je conseille toujours de s'entraîner sur une pièce inutile avant de se lancer sur une jante qu'on voit tous les jours. Il existe aussi le cas des jantes polies ou diamantées, et là, je veux être très clair. Une jante diamantée n'a pas simplement une peinture classique sur la face. Elle a une surface usinée très fine, avec un effet de ligne circulaire ou de brillance métallique, puis un vernis par-dessus. Quand cette surface est rayée, une petite retouche au pinceau peut parfois limiter l'impact visuel, mais elle ne reproduira pas parfaitement l'usinage. Pour retrouver l'aspect d'origine, il faut généralement passer par une machine qui enlève une très fine couche de matière sur la face de la jante, puis revernir. Et cette opération ne peut pas être répétée indéfiniment parce qu'à chaque passage, on retire de la matière. Voilà pourquoi je ne promets jamais un miracle sur une jante diamantée très abîmée. On peut améliorer, on peut restaurer, mais il faut respecter les limites mécaniques et esthétiques de la pièce. Le brillant d'une jante diamantée est magnifique quand c'est bien fait, mais il demande une vraie méthode. Quand la jante est voilée ou légèrement déformée, le sujet devient plus technique. Une jante peut être voilée latéralement, c'est-à-dire qu'elle oscille de gauche à droite, ou déformée radialement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus parfaitement ronde. Le conducteur ressent souvent cela par des vibrations, parfois dans le volant, parfois dans le siège, selon que le problème vient de l'avant ou de l'arrière. Mais attention, une vibration peut aussi venir d'un pneu déformé, d'un mauvais équilibrage, d'un moyeu sale, d'un disque de frein voilé, d'une rotule fatiguée ou d'un problème de suspension. Je ne conclus donc pas trop vite.
Je mets la roue sur une équilibreuse ou sur un support adapté, je fais tourner, j'observe le déplacement du bord et je mesure si nécessaire. Si la déformation est légère et située sur la lèvre, un professionnel équipé peut redresser la jante avec une presse ou une machine spécifique en chauffant parfois de manière contrôlée selon le matériau. Mais je déconseille fortement de frapper une jante au hasard avec un marteau dans un garage. On peut aggraver la fissure, créer une contrainte dans l'aluminium, déformer la portée du pneu et se retrouver avec une roue plus dangereuse qu'au départ. La différence entre une jante acier et une jante aluminium est importante. Une jante acier, souvent montée avec un enjoliveur, peut se redresser plus facilement dans certains cas parce que l'acier se déforme différemment et tolère parfois une remise en forme plus simple. Mais cela ne veut pas dire qu'on peut tout faire. Une jante acier fissurée, très rouillée ou fortement tordue doit être remplacée. Une jante aluminium, elle, offre souvent un meilleur design, un poids intéressant et une belle finition, mais elle peut fissurer plus facilement lors d'un choc violent. L'aluminium ne se comporte pas comme l'acier. Il peut accepter une réparation dans certains cas, mais il demande du matériel, de la maîtrise et un contrôle sérieux après intervention. Quand je vois une fissure sur une jante aluminium, surtout près d'un bâton ou d'une zone de fixation, je deviens très strict. La soudure d'une jante existe, mais elle n'est pas une solution universelle. Elle doit être réalisée par quelqu'un qui connaît le matériau, qui prépare correctement la fissure, qui soude proprement, qui contrôle la planéité, qui vérifie l'étanchéité et qui sait dire non quand l'emplacement ou l'étendue de la fissure rend l'opération trop risquée. Un autre point que je veux toujours rappeler, c'est l'équilibrage. Après une réparation, même esthétique, si la roue a été démontée, si le pneu a été retiré, si des masses ont été déplacées ou si la jante a été redressée, il faut équilibrer. Une roue équilibrée tourne sans créer de vibrations excessives. Une roue mal équilibrée peut donner l'impression que la voiture a un problème de direction, alors que quelques grammes placés au bon endroit suffisent parfois à tout changer. Je vérifie aussi la propreté de la surface d'appui entre la jante et le moyeu. De la rouille, de la saleté ou un dépôt de peinture sur cette surface peut empêcher la jante de s'asseoir correctement. On serre alors la roue, on croit que tout est en place, mais elle n'est pas parfaitement centrée. Le résultat peut être une vibration, un mauvais serrage ou une sensation étrange au roulage. C'est un détail invisible, mais sur une voiture, les détails invisibles sont souvent les plus importants. La valve et le capteur de pression méritent aussi de l'attention. Sur les voitures modernes, beaucoup de roues ont un capteur TPMS, c'est-à-dire un capteur de pression intégré à la valve ou fixé à l'intérieur de la jante. Quand on démonte un pneu, il faut faire attention à ne pas casser ce capteur. Quand on repeint une jante, il faut éviter de recouvrir des éléments qui ne doivent pas l'être. Quand une jante perd lentement de la pression, on accuse souvent le pneu, mais la fuite peut venir de la valve, de la portée du talon, d'une corrosion sous le vernis, d'une micro-fissure ou d'une réparation ancienne. Pour contrôler, on peut utiliser de l'eau savonneuse sur la zone suspecte et chercher les petites bulles. Mais si la fuite est lente, il faut parfois immerger la roue ou la faire contrôler avec du matériel professionnel. Une perte de pression n'est jamais un détail à ignorer. Un pneu sous-gonflé chauffe, se déforme, use ses épaules, augmente la consommation et peut perdre en stabilité. Pour ceux qui veulent faire une réparation esthétique à la maison, je donne toujours la même philosophie. Travail propre, temps de séchage respecté et patience. Le plus gros défaut que je vois, c'est la précipitation. On ponce trop vite, on laisse des bords visibles, on dégraisse mal, on peint dans un endroit poussiéreux, on met trop de produits, on remonte trop tôt, puis on s'étonne que la réparation marque au premier lavage. Une jante est exposée à des conditions difficiles. Elle chauffe au freinage, elle reçoit des projections, elle est nettoyée avec des produits parfois puissants. Donc la préparation doit être sérieuse. Je préfère passer 1 heure de plus à masquer, nettoyer et poncer que de devoir recommencer tout le travail 2 semaines plus tard. Et je le dis franchement, si la jante est très visible, si la voiture est récente, si la finition est complexe ou si vous cherchez un rendu vraiment professionnel, confier la jante à un spécialiste peut coûter moins cher que d'acheter 3 kits, 2 bombes, un vernis, du papier abrasif, puis de finir déçu. Il faut aussi parler du serrage de la roue après intervention. Quand je remonte une roue, je ne serre pas au hasard. Je place la jante correctement sur le moyeu, je visse les boulons ou les écrous à la main pour éviter de croiser le filetage, puis je serre en croix progressivement. Une fois la voiture posée au sol, je serre au couple recommandé avec une clé dynamométrique. Trop peu
serré, c'est dangereux. Trop serré, ce n'est pas mieux parce qu'on peut abîmer les filetages, déformer certaines pièces, rendre un démontage futur très compliqué ou créer des contraintes inutiles. Après quelques kilomètres, surtout si la roue a été déposée, un contrôle du serrage peut être utile. Ce n'est pas spectaculaire à montrer en vidéo, mais c'est exactement le genre de geste qui sépare une intervention sérieuse d'un simple bricolage. Maintenant, je veux vous donner une manière simple de décider si vous devez réparer ou remplacer. Si la jante a seulement des rayures de surface, des éclats de peinture, une oxydation légère ou un frottement de bord peu profond, la réparation esthétique est souvent logique. Si la jante est légèrement déformée mais contrôlable et située dans une zone réparable, un professionnel peut parfois la redresser. Si la jante présente une fissure importante, une cassure, une déformation près du moyeu, un dommage sur les trous de fixation, une corrosion avancée ou si elle a déjà été réparée plusieurs fois, je m'oriente vers le remplacement. Et je n'oublie jamais le prix du pneu, le prix de l'équilibrage, le temps passé, la valeur de la voiture et d'usage. Une citadine qui roule tranquillement en ville, une sportive qui prend de la vitesse, un SUV lourd, un véhicule familial chargé, ce ne sont pas les mêmes contraintes. La sécurité ne se négocie pas, mais la solution la plus intelligente dépend toujours du contexte. J'aime aussi rappeler que la meilleure réparation reste celle qu'on n'a pas à faire. Pour éviter d'abîmer ses jantes, je fais attention au trottoir, bien sûr, mais pas seulement. Je surveille la pression des pneus, parce qu'un pneu trop dégonflé protège moins la jante lors d'un choc. Je ralentis devant les nids de poules et les ralentisseurs agressifs. Je me méfie des routes dégradées après l'hiver. Je nettoie mes jantes régulièrement pour éviter que la poussière de frein ne s'incruste et n'attaque le vernis. J'évite les produits trop acides ou trop puissants, surtout sur les finitions polies ou diamantées. Je rince bien, je ne laisse pas sécher un produit au soleil et j'utilise des brosses adaptées. Une jante bien entretenue reste belle plus longtemps et quand un petit défaut apparaît, il est plus facile à traiter avant qu'il ne s'étende. Je sais que certains aiment personnaliser leur jante pendant une réparation et je comprends très bien. Quand une jante est déjà poncée, on peut être tenté de changer la couleur, de passer en noir brillant, en gris anthracite, en bronze, en blanc ou même de créer un contraste avec la carrosserie. Mais je conseille de réfléchir au rendu global de la voiture. Une couleur de jante peut transformer complètement une silhouette. Le noir peut donner un look plus agressif, mais il peut aussi cacher le dessin de la jante. L'argent reste classique et met souvent en valeur les formes. L'anthracite est un bon compromis. Une finition trop brillante demande plus d'entretien. Une finition mate peut marquer plus facilement si elle est mal protégée. Et si la voiture doit être revendue, une couleur trop personnelle peut plaire à certains et repousser d'autres acheteurs. Dans une réparation, l'esthétique compte, mais elle doit rester cohérente avec l'usage et l'identité du véhicule. Lorsque je filme une réparation, je veux que vous voyiez aussi les défauts, pas seulement le résultat final sous une belle lumière. Sur Internet, on voit souvent une jante détruite qui devient parfaite en quelques secondes grâce au montage vidéo. Dans la réalité, il y a des temps d'attente, des reprises, des imperfections à corriger, des poussières qui se posent au mauvais moment, une couleur qui paraît bonne à l'ombre et légèrement différente au soleil, un vernis qui demande à durcir, une zone qui doit être reponcée. Ce n'est pas un échec, c'est le métier. La qualité vient de la capacité à contrôler chaque étape. Je préfère montrer une méthode honnête, avec ses limites, plutôt que de faire croire qu'un kit miracle peut réparer n'importe quelle jante en 10 minutes. Ce qui compte, c'est que vous compreniez ce que vous faites, pourquoi vous le faites et quand il faut demander un avis professionnel. Avant de rouler après une réparation, je fais toujours un dernier contrôle visuel. Je vérifie que la peinture ou le vernis ne gêne pas la portée du pneu, que la valve est propre, que le pneu est gonflé à la bonne pression, que les boulons sont serrés correctement, que la roue ne présente pas de jeu et que rien ne frotte. Ensuite, je roule progressivement. Je ne pars pas directement sur l'autoroute pour tester. Je commence doucement, j'écoute, je ressens le volant, je vérifie si la voiture tire d'un côté, si une vibration apparaît, si un bruit nouveau se manifeste. Puis j'augmente la vitesse par étapes. Si une vibration se présente après une réparation ou un choc, je ne l'ignore pas. Je reviens contrôler l'équilibrage, la rondeur de la jante, l'état du pneu et le montage. Une vibration, c'est un message de la voiture, et quand une voiture parle, je préfère l'écouter. Ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'une jante abîmée n'a pas toujours la même gravité. Une rayure peut être simplement désagréable à regarder. Une déformation peut être gênante et coûteuse pour les pneus. Une fissure peut être dangereuse. La bonne réparation commence donc par le bon diagnostic.
Je ne choisis pas un abrasif avant d'avoir compris le dommage. Je ne peins pas avant d'avoir nettoyé et préparé. Je ne remonte pas avant d'avoir contrôlé. Et je ne conseille jamais de sauver une jante si la sécurité dit le contraire. La passion automobile, ce n'est pas seulement faire briller une voiture devant la caméra. C'est aussi respecter la mécanique, comprendre les contraintes et prendre les bonnes décisions, même quand elles sont moins spectaculaires. Pour conclure, si vous avez une jante rayée par un trottoir, ne paniquez pas. Dans beaucoup de cas, elle peut retrouver un très bel aspect avec une méthode sérieuse. Si vous avez une vibration, une fuite de pression, une fissure ou un choc important, ne vous contentez pas de regarder la face extérieure, faites contrôler la roue, parce que le vrai problème peut se cacher à l'intérieur. Et si vous hésitez entre réparer et remplacer, posez-vous toujours la question la plus simple. Est-ce que je serais à l'aise de confier cette voiture à quelqu'un que j'aime avec cette roue montée dessus? Si la réponse est oui, on peut parler finition, couleur et détails. Si la réponse est non, alors il faut choisir la sécurité. Moi, c'est Didier Manson. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre la réparation de jantes de voiture de manière claire, complète et réaliste. Prenez soin de vos roues, prenez soin de vos pneus et surtout, prenez soin de vous sur la route.